J'ai grandi dans une famille profondément athée. Alors, quand pour ma conversion, je me suis décidée à oser, je n'exagère pas en disant que j'ai choqué. Il est vrai que j'ai longuement hésité, ayant peur de la petite fille modèle à celle de forcément manipuler. Mais lorsque j'ai pris mon courage à deux mains et que je l'ai annoncé, j'ai compris pourquoi le dicton précise « qui t'a choqué ». Combien d'entre nous, vivent avec des regrets? Si j'avais su, j'aurais répondu ça à cette personne le 24 juillet 2013. Et si j'avais su, je n'aurais sûrement jamais répondu à ce formulaire qui fait que je suis là, devant vous, debout, face à tous vos regards braqués sur moi. Mais quoi de pire que de se voir vieillir en regrettant tous ces instants de vie manqués et à jamais effacés? Il faut parfois savoir se dépasser pour pouvoir se connaître. Mon message est très loin de tous ces comptes Instagram de motivation qui vous poussent au surpassement de soi pour être le meilleur être que l'univers n'ait jamais connu. Ce rôle est déjà pris d'ailleurs, mais parfois on ne se connaît pas pleinement. On se limite à ce qu'on pense être capable de faire tout en se restreignant. Mais lorsqu'on saute le pas, qu'on passe à l'action et qu'on ose, alors le sentiment est incroyable. On est choqué de nous-mêmes, mais qu'est-ce qu'on est fier de se dire « heureusement que j'ai essayé ». Heureusement que j'ai osé, fier, mais fier aussi d'y être arrivé ou du moins d'avoir essayé. Je peux vous garantir que le jour où je suis montée au 64e étage d'un immeuble à New York, seule alors que j'ai le vertige, mais que j'ai vu ce magnifique coucher de soleil, je me suis remerciée. Mais bien au-delà de ma petite personne, pensons aux artistes. Si les artistes se limitaient pour éviter de choquer, alors, mesdames et messieurs, nous n'aurions jamais étudié les fleurs du mal. Et nous n'aurions jamais eu le plaisir de lire ces vers. Un soir fait de roses et de bleus mystiques, nous échangerons un éclair unique. Lorsque ce 21 juin 1857, Charles Baudelaire a publié son recueil phare, la société a été choquée, à tel point qu'il a été condamné pour délit d'outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs, en raison de passages ou expressions obscènes et immorales. Mais les codes en place vivent pour être renversés. La société évolue grâce à ces gens qui osent dire stop, quitte à déranger les plus conservateurs d'entre nous. Il en va de même pour les mouvements de revendication. Des groupes prennent conscience de leurs conditions de minorité dans la société et se constituent comme un groupe solidaire, un ensemble politique. S'ils n'osent pas se battre pour leurs droits, choquant nécessairement la société dans laquelle ils évoluent, qui leur est éminemment hostile, ils restent dans une position d'oppression. Comment ne pas mentionner Jamila Bouhired, une figure féminine majeure de la lutte pour la libération de l'Algérie? Alors qu'elle n'était encore qu'étudiante, elle a osé combattre contre la puissance colonisatrice. Elle a posé des bombes qui ont choqué sans avoir explosé. Elle a osé rire quand les juges militaires l'ont condamnée à mort pour terrorisme. Là, elle a ri. Elle n'a pas souri. Elle a ri si fort que le juge abasourdi a dit « Mais l'heure est grave, mademoiselle !» En cette année 1957, en pleine bataille d'Alger, alors que le pays était à feu et à sang, un rire était ce qui scandaliserait le plus, et elle l'a fait. Il faut retenir que plus particulièrement à notre époque où la tyrannie des vues règne et où celui qui parle bas se fait marcher dessus et celui qui s'exprime en premier a raison, le politiquement correct ne fonctionne pas. Il faut choquer pour se faire entendre. Il faut que les fémènes apparaissent dénudées dans une manifestation anti-IVG. Il faut que les gilets jaunes hurlent « Macron, explosion, Macron !» Il faut que les étudiants empruntent d'une telle précarité, s'immolent par le feu pour que leur message choque et soit entendu et peut-être relayé. Nous sommes jeunes, nous nous construisons, nous espérons un monde meilleur et plus égalitaire. Si nous n'osons pas maintenant, si nous ne choquons pas maintenant, quand est-ce qu'on le fera ? Comme disait un certain Lino Ventura,
et accessoirement Hippolyte avant moi, les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Mais alors, qu'est-ce que je suis con, moi? Qu'est-ce que je fais là, face à 20 perdus, et même pas dans l'amphi en plus. Bon, la différence entre moi et d'autres dans cette salle, qui se sont inscrits sans même avoir lu la description de l'événement, c'est que j'ai hésité, j'ai réfléchi avant de me lancer, j'ai grandi avant d'oser. Depuis le début d'année, je suis présente à chaque choc de plaidoirie, à chaque événement pour Noël ou Halloween. Plus active que certains qui ont souscrit, qui sait, peut-être que j'aurai même ma place au bureau l'année pro. Tapis dans un coin de la salle, j'analyse, j'observe, j'écoute, j'apprends l'art de l'éloquence sans être confrontée à une audience. Ça y est, je suis prête. Je me crée ma propre expérience, je me lance, j'ose. Mais d'abord, en fait, c'est quoi oser? Est-ce que c'est ne pas réfléchir avant d'agir? Non. Oser, c'est réfléchir pour mieux agir. On l'a tous dit, cette ânerie plus grosse que nous, celle qui, à peine échappée de nos lèvres, est immédiatement regrettée. C'est ce mot blessant à nos parents, ou cet argument sous le coup de la loi, Mirabeau. Parce que oser, c'est vivre pleinement, sans remords ni regrets, en réfléchissant avant de parler. Pour reprendre des principes cartésiens, ce ne sont pas mes actions qui me définissent, mais ma réflexion. Je pense que le jeu en vaut la chandelle, donc je suis sûre de ma décision. Et cela vaut aussi pour la perception du choc. Ne pas réaliser que se filmer en train d'uriner peut choquer montre bien que notre chère Maëva Guénam nationale n'avait pas conscience qu'elle osait. C'est donc en réfléchissant, en hésitant, que je montre que je sais oser et que l'action n'est pas pour moi une simple banalité. Je ne cherche donc pas à vous dire de ne pas oser. Non, entreprenez, essayez, bravez, mais ne vous laissez pas emporter. Laissez-vous au contraire un large panel de possibilités, celle de dire oui ou non à l'action. Pourtant, parfois tu n'hésites même pas. Car hésiter n'est réservé qu'à ceux qui peuvent l'entrevoir comme une possibilité. Malgré les « tu n'as rien à y perdre, c'est ta vie, vas-y !» tu n'as pas toujours la force de choquer ton entourage. Ceux qui ont placé tant d'espoir en toi, qui se sont sacrifiés, qui t'ont tout donné. Car oser n'est pas sans conséquence. Et égoïste est celui qui pense pouvoir agir seulement selon son bon vouloir. Oser, c'est hésiter pour ensuite être sûr de ce que l'on entreprend. Oser, c'est parfois savoir ne pas oser. Parfois aussi, tu n'essayes même plus d'oser. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de toute façon? Rien, plus rien ne les surprend. Tu les déçois, c'est plus marrant. Ils ne voient pas les efforts, le dévouement, le travail, l'acharnement, les angoisses, les peurs, les pleurs. Tout le monde n'a pas la force mentale pour oser, pour choquer. Essayez de la comprendre avant de lui lancer de se détendre. Alors oui, moi j'ai osé, mais j'ai hésité à oser. Ça fait certainement de moi un con, mais au moins un con s'entend, un con compréhensif. Les grains de sable fin projetés par le vent fouettaient leurs corps immobiles. Ils ne faisaient pas un geste. Ils attendaient. Leur regard déterminé fixait l'horizon dans le lointain,
Ce tableau de fin d'après-midi dégageait un sentiment d'apaisement. On aurait presque pu oublier le son des estomacs qui criaient famine. Ces sons terribles que le bruit des vagues n'arrivait pas toujours à couvrir. Ils avaient faim, mais ils ne céderaient pas. Leur combat était bien trop important pour qu'ils renoncent. Il était ce qui donnerait un sens à leur vie, leur cri silencieux qui résonnerait sur des générations entières. Sa grève de la faim, vous l'aurez compris, c'est celle d'un petit groupe qui se bat pacifiquement pour empêcher la destruction injuste du camping des Flots Bleus, c'est celle de Camping 2. Si l'idée ne vient pas directement de lui, Patrick l'a empruntée au grand nom de l'histoire. Il s'est inspiré de ceux qui, avant lui, avaient compris qu'il fallait oser sortir des sentiers battus, oser faire le choix de la troisième option. Pas celle de la résignation, pas celle de la violence, mais celle de la résistance par la passivité. Car la passivité est une action très puissante. Et il faut avoir beaucoup de courage pour tendre l'autre joue quand ce qui nous anime, c'est l'indignation, la peur, la colère. Cette résistance passive, c'est celle qui a fait avancer les grandes causes de l'humanité. C'est celle de Gandhi, de Martin Luther King, de Mandela. Et on l'espère, celle qui fera qu'un jour, on pourra manger au Crous en moins d'une heure. Mais la passivité n'a pas à être un acte politique pour incarner le courage. L'audace peut se manifester dans la vie quotidienne, par le simple fait d'être à contre-courant, de faire le choix de l'originalité, d'aller à l'encontre de ce que la majorité aurait fait. Et quoi de plus à contre-courant que la passivité? Cet état, mi-figue, mi-raisin, un peu mou comme notre bon vieux François Hollande. Nous vivons dans un monde où il faut avoir un avis sur tout. Ne jamais cesser marcher sur les pieds, s'énerver et crier à la moindre occasion. Il vous suffit d'allumer W9 à l'heure de la télé pour vous en rendre compte. Ce n'est pas forcément celui qui crie le plus fort qui a raison, mais c'est celui-là qui sera renouvelé pour une autre saison, et pas le petit timide qui s'entend bien avec tout le monde. Plus personne n'est l'indécision. Il faut prendre parti et défendre ses idées, quoi qu'il en coûte, peu importe si on a tort ou raison. Je suis au regret de vous informer que si vous ne croyez pas que l'audace, c'est rester passif, vous êtes un capitaliste convaincu et je ne peux plus rien pour vous. Je m'explique parce que pas sûr que tout le monde me rapporte. Il était une fois, à une époque lointaine, très lointaine, on attendait de nous qu'on soit efficace et productif au boulot. Et puis un jour, tout a déraillé. L'enfer des temps modernes de Charlie Chaplin s'est invité dans nos vies privées, et patati et patata, toute la journée, ça n'arrête pas. Faire le ménage, la cuisine, la vaisselle. À quand l'ère de la procrastination? À quand la fin de se lever? Métro, Sciences Po, pas dodo mais asso. Re-Sciences Po, version apéro, remétro. Enfin dodo, non les GEP. Ah non, ce sera dodo au final. C'est facile de se laisser entraîner dans ces journées denses, cette vie intense, d'apprendre à l'aimer alors que ça n'a pas à être une fatalité. Il est temps que cela cesse. Il est temps que le mot procrastination ne sonne plus comme un gros mot et que passer la journée sur son canapé ne s'avoue pas à dominer. Osez dire non à cette injonction. Ayez la force d'assumer votre passivité. Ayez le courage d'être un gros branleur quand vous en avez envie. Parce que se faire passer en premier n'est pas la voie la plus facile. Il faut accepter le fait que l'on ne peut pas porter le poids du monde sur ses épaules et que c'est tant mieux comme ça. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut jamais agir, qu'on doit abandonner. Simplement, on a tous le droit à un peu de répit. Et c'est cette pincée d'égoïsme qui fait de nous des êtres humains. Fini le temps de la culpabilité. Notre valeur ne se mesure pas à notre proactivité. Et même lorsque tout menace de s'effondrer, chacun a le droit à ce qu'on le laisse en paix. Quand était la dernière fois que vous vous êtes senti courageux? Quand avez-vous senti émaner de vous une sorte de confiance, l'impression que tout peut être possible? Quand est-ce que vous vous êtes dit « je me dépasse et je ne peux qu'en être fier »
Est-ce lorsque vous avez osé aborder cette fille ou ce garçon qui vous plaît, après avoir bu un peu de courage liquide qu'on nomme alcool? Ou bien, c'est lorsque vous avez osé clamer vos idées haut et fort face à quelqu'un qui pense tout l'inverse de vous? Mais si, vous vous en souvenez sûrement, les mains tremblantes, le cœur battant, la sueur au creux des tempes, la voix qui déraille, il est peut-être encore temps de faire marche arrière, mais non. Comme un train en marche à 300 km/h dont on évite de penser au possible déraillement, prêt à sauter, vous vous êtes rattaché à la dernière prise, l'espoir. On verra bien. Vous avez tous un jour tenté quelque chose que vous ne pensiez pas être capable de faire. Quelque chose d'inhabituel. Et peu importe l'issue de votre prise de risque, celle-ci avait du mérite car elle était audacieuse. On ne peut prétendre être audacieux lorsqu'on attend le temps qui passe et s'écoule inexorablement, en restant muet, comme tapis dans l'ombre, sans se lever face au cours des choses, qui courront toujours si on ne les arrête pas, se dirigeant face au mur. L'audace, c'est se réveiller en sachant que chaque jour, chaque heure, chaque minute et chaque seconde compte. Ce n'est pas contempler sans entrer dans l'arène, c'est prendre les armes pour arriver à ses fins. À la manière d'un combattant qui fait mine de croire l'ennemi déjà vaincu, c'est la tête haute que l'on s'avance dignement. L'audace, c'est le 8 octobre 1890, Clément Ader, ingénieur français, qui s'élance pour la première fois dans les airs à bord de son avion expérimental, l'Éole, semblable à une chauve-souris. L'audace, c'est aller à contre-courant, se battre contre vents et marées, crier pour qu'on nous entende lorsque l'on voudrait nous faire taire. C'est faire ce que personne n'attend. L'audace, c'est aussi aller à l'encontre des lois quand celles-ci sont injustes. Durant la Seconde Guerre mondiale, cacher des personnes juives alors que cela est interdit. Braver les autorités. Ne pas accepter les ordres seulement parce qu'ils nous sont donnés. Résister. Céder est bien trop facile. Accepter l'injustice sans broncher ne vous voudra jamais d'être qualifié d'audacieux. Se souvient-on de celui qui, lorsqu'on lui demande de l'aide, baisse la tête et attend qu'un autre le fasse? Celui qui, quand il arrive des ennuis à un autre, remercie le ciel que ça ne lui soit pas arrivé à lui? Pris dans un dilemme du prisonnier, enfermé dans son propre confort, celui qui ne rebat pas les cartes et profite d'avancées qu'il n'a pas initiées. Alors, il est temps de prendre les armes. Osez, agissez, afin de ne pas avoir de regrets. Faites preuve de courage. Sentez une sorte de confiance émaner de vous. Ayez l'impression que tout est possible. Car, comme on le retrouve dans l'Énéide de Virgile, Audentis fortuna vivat, la chance sourit aux audacieux. Dans sa maison, elle l'avait presque espéré depuis des mois sans l'avouer. Elle espérait cette délivrance que le temps lui a finalement offert. J'avais reçu cette lettre de 3 pages, m'expliquant les détails du décès, la date, le lieu, l'heure de l'enterrement. Et surtout, les 2 dernières pages, à quel point j'avais été un mauvais fils. La lettre datait de l'avant-veille et était signée de la main de mon frère. Je n'ai pas de frère. On s'était juste trompé de boîte aux lettres. Et fort heureusement, s'il devait y avoir des pleurs, ce soir, ça ne serait pas chez moi. Mais cette lettre, n'est-elle pas odieuse? Régler ses comptes sur le cadavre d'un défunt, n'est-il pas dégueulasse? Où est le cœur de celui qui ne respecte même pas le deuil de son propre frère? Alors, certes, il est lui-même en deuil, mais tout de même, que fait-on du chagrin d'un fils qui perd celle lui ayant tout donné? Alors, certes, il ne lui a peut-être pas tout donné en retour, mais ce lien mère-fils, doit-il pour autant être souillé? Bon, certes, il a peut-être un peu brisé ce lien, mais non, j'ai plus d'excuses en fait, non, j'abandonne. Vraiment, non, il fallait lui dire, tu es un mauvais fils. Et puis,
Qu'importe le chagrin, qu'importe la tristesse, qu'importe la blessure, ce n'est que passé. Et pour construire le futur, il faut mesurer le présent et donc confronter à la réalité. C'est le prisme de la vérité. La vérité, on l'estime, on la mesure, on la teste et on la prend dans la gueule. L'ego en prend un coup. On vous a vexé, c'est douloureux de se faire écorcher par la vérité, mais maintenant, au moins, le futur, il vous trompera peu. Vous avez grandi. Tant de méthodes le permettront. Mais il en est une qui permettra beaucoup mieux que les autres, c'est d'apprendre à accepter. Au risque d'être blessé, apprendre à accepter, d'encaisser. Se courber. Mais maintenant, le constat, il est partout le même. On ne se courbe même plus vraiment. Une critique acceptée et une concession effectuée nous suffisent à nous dire qu'on a fait assez. On s'en tient à des petites courbettes qui nous donnent des impressions de hauteur, mais qui en fait nous grandissent qu'un instant. On ne courbe pas parce qu'on n'aime pas la faiblesse. Tout est dans le paraître. On veut rester dans les codes, on reste droit et on ne courbe pas. On nous en empêche par la honte, la gêne, la pudeur, la retenue. Il ne faut pas être faible. Pourtant, sans faiblesse, pas d'amélioration. Sans amélioration, pas de grandissement. On se crée une image pour la montrer aux autres, mais qui n'est pas nous. L'enfer, ce n'est pas les autres, Jeanne, mais bien leur regard. Rien qu'ici, je les vois, vos yeux interrogateurs, inintéressés, moqueurs, on les voit tous, tout le temps. C'est eux qui dictent la marche. Donc ces regards, qu'est-ce qu'on en fait? On les soutient, droit. Si c'est bien dans l'enfance qu'on grandit le plus vite, c'est parce que les codes, on les fait valser. On s'en contrefout, il n'y a pas de paraître à tenir, de faiblesse à dissimuler, donc on lâche nos positions artificiellement parfaites et on se courbe, et on apprend, et on grandit. Alors, aujourd'hui, estimé jury, ne me sélectionnez pas. J'y verrai la réussite d'un discours correctement compris et bien assimilé. Et même, cassez les codes. Ne sélectionnez personne. Forcez tout le monde à se courber. Faites redescendre brusquement sur Terre, ceux planant actuellement dans la stratosphère. Faites comprendre à tout le monde qu'il y a et aura toujours meilleur, car c'est une réalité. Et qu'elle seule vous permettra de grandir. Alors il y aura des cris, des larmes, du sang vous traitera d'infâme trident sans cœur, mais vous aussi, courbez-vous, affrontez le regard et la douleur des orateurs éliminés, car mauvais. Apprenez à encaisser cette réalité et à la faire se confronter. Vous en grandirez plus d'un, comme m'a fait grandir cette lettre. Je me rendais d'ailleurs chez mon voisin, l'esprit encore un peu cotonneux, cette dernière toute serrée entre mes mains, la larme à l'œil. Il était là, devant moi, sur le pas de la porte, avec un grand sourire, et il le pouvait. J'allais lui remettre ce bout de papier qui bouleversa ma vie, et qui, j'en suis sûr, bouleversera la sienne aussi. Tiens-toi droite. Regarde devant toi. Grandis-toi. Ces phrases, je ne cesse de les entendre lors de mes cours de danse. S'il y a encore peu de temps, ces consignes me semblaient plutôt futiles, voire inutiles. Je n'ai compris que récemment ce que signifiait « grandis-toi ». J'ai compris que je ne dois pas être dominante ou prétentieuse, mais lutter contre la gravité qui me tire au sol. Lutter contre cette force qui veut m'attirer et m'attirer vers le sol. J'ai compris que si je veux progresser, je ne dois pas me courber, mais me grandir. Dès lors, chaque fois que la musique commence, je sens mes pieds repousser le sol, mes jambes s'allonger, ma colonne vertébrale s'étirer. Je grandis. Pourtant, je le sais bien, il faut garder les pieds sur terre. Mais n'oublions surtout pas d'avoir la tête dans les étoiles, car grandir, c'est se projeter dans l'immensité de l'espace. Grandir, c'est avoir des projets, des ambitions et des rêves. Grandir, ce n'est pas se renfermer, car grandir, c'est regarder devant soi et surtout ne pas se faire. Évidemment, grandir, c'est aussi rencontrer l'échec et faire des erreurs qui semblent vouloir nous écraser de notre propre culpabilité. En plus de ces remords,
La société nous fait porter ses attentes et ses préjugés. Ne prends pas trop de place, ne parle pas trop fort, fais-toi discrète, courbe-toi sous le poids de la masse. Mais ces injonctions, je les écrase. Je les piétine, car je refuse de courber l'échine face à ceux qui veulent nous renvoyer dans la cuisine. Ces entraves à notre liberté ne doivent pas nous faire plier, mais au contraire nous aider à nous redresser. Elles doivent devenir les marches que l'on gravit pour prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur. L'évolution inéluctable auquel les êtres vivants sont promus. La science nous l'a démontré. La plante s'étire pour capter la lumière, le cou de la girafe s'allonge pour se nourrir, les ours se dressent pour défier leurs ennemis. La nature de l'évolution est de s'élever pour mieux grandir. Prenons par exemple ce que nous avons toutes et tous été, un fœtus. Ce fœtus est recroquevillé et centré sur lui-même. Ce petit être, qui ne connaît encore rien à la vie, attend patiemment son heure de gloire. Dès lors que le nouveau-né célèbre par un cri strident son entrée sur scène, il entame sa vie comme une longue pièce de théâtre dont il est le personnage principal. Il n'a alors qu'une obsession, pouvoir se redresser, se lever et se déplacer pour découvrir le décor qui l'entoure. Il veut d'abord s'asseoir, puis se lever, puis sauter. L'enfant veut toujours attirer l'attention du spectateur. Encouragé par son public, l'enfant est fier, il se tient droit et il veut grandir le plus vite possible. Si le premier acte de la pièce n'est que soif de découverte et de liberté, la comédie peut rapidement virer en une effroyable tragédie. Grandir signifie accepter de perdre ses repères, son confort et sa sécurité pour découvrir un monde qui nous est inconnu, un nouveau décor. Grandir, ça fait peur. On préférait souvent disparaître dans la foultitude de l'humanité et n'être qu'un figurant. L'adolescent que nous avons toutes et tous été se souvient de cette difficulté à trouver sa place dans le monde. Quelle tonalité donner au reste de la pièce? Plus vraiment un enfant, mais pas tout à fait un adulte. L'enfant, l'adolescent, ne sait plus comment interpréter son rôle. Mais cette imposture ne dure pas, car l'adolescent fait taire son trac et se redresse. Il se prépare à affronter les défis de l'âge adulte. Il a grandi. Il a vécu l'intime expérience de grandir. Et si individuellement nous pouvons le faire, on peut aussi le faire collectivement. L'humanité tout entière s'est redressée pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Nos ancêtres, les grands singes, étaient courbés, se déplaçaient difficilement, mais un jour ils se sont redressés. Leur cerveau s'est alors développé et au fil des générations, ces individus ont grandi. Ils ont grandi en taille, en nombre et en esprit. Et tout ce qu'ils ont accompli ne repose que sur le simple fait qu'ils se soient redressés. Et alors, quelle place occupons-nous dans cette histoire? Nous sommes leur héritage, les descendants d'humains qui ont eu le courage de se redresser, les successeurs de ceux qui ont refusé de se laisser écraser par la gravité. Alors n'ayez plus d'appréhension à vous faire entendre, n'ayez plus crainte du regard de vos spectateurs, n'ayez plus peur de paraître trop sûr de vous. Tenez-vous droit, regardez devant vous et grandissez.